Septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et là, c'est le début du conflit le plus dévastateur que l'humanité ait jamais connu. Pendant 6 longues années, le monde entier ou presque va s'embraser. D'un côté, les forces de l'Axe, de l'autre, les Alliés. Et le bilan? Il donne le vertige. On parle de 50, peut-être 60 millions de morts. C'est juste colossal. Ça dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer, même après l'horreur de la Première Guerre mondiale. Forcément, ça pose question. La grande question, c'est bien celle-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment une guerre a-t-elle pu devenir une machine à anéantir? Pas seulement les armées, non, mais des peuples entiers. C'est vraiment le fil rouge qu'on va suivre ensemble. Alors, pour commencer à y voir plus clair, il faut regarder comment tout ça s'est déroulé. On va découper le conflit en grandes phases. C'est en suivant la chronologie et les stratégies qu'on commence à comprendre le caractère vraiment unique et terrible de cette guerre. En gros, on peut voir 3 grands moments. De 39 à 42, d'abord, c'est la déferlante de l'Axe. Il semble inarrêtable. Puis arrive 1942, l'année clé, le vrai tournant de la guerre, où les Alliés commencent à reprendre la main. Et enfin, de 43 à 45, c'est la reconquête, longue et sanglante, menée par les Alliés jusqu'à la victoire finale. La clé de ces premiers succès allemands, c'est une stratégie redoutable, le Blitzkrieg, la fameuse guerre éclair. L'idée est simple mais brutale. On combine l'aviation qui pilonne et les blindés, les chars qui foncent à toute vitesse pour percer les lignes ennemies. Le résultat, c'est une tactique foudroyante qui explique pourquoi la Pologne, la France et une bonne partie de l'Europe tombent en quelques mois à peine. Et puis, en 1941, tout change. 2 événements majeurs font passer la guerre à une échelle planétaire. Le premier, le 22 juin, Hitler trahit Staline et lance l'invasion de l'URSS. Un front gigantesque s'ouvre à l'Est. Le deuxième, le 7 décembre, le Japon attaque par surprise la base américaine de Pearl Harbor. Et là, ça y est, la guerre européenne devient une guerre mondiale. Les États-Unis et l'Union soviétique, 2 géants, entrent dans la danse. Du coup, la stratégie des Alliés pour gagner devient claire. En Europe, c'est la prise en étau. Les Soviétiques avancent à l'Est, les Américains et les Britanniques débarquent et avancent à l'Ouest pour écraser l'Allemagne au milieu. Pendant ce temps, dans le Pacifique, les Américains mènent ce qu'on appelle la stratégie du saut de mouton en reprenant les îles une par une pour se rapprocher méthodiquement du Japon. Voilà pour le déroulé militaire. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Parce que cette guerre, ce n'est pas juste une question de frontières ou de territoire. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une guerre d'anéantissement. Un choc frontal, sans pitié, entre des manières de voir le monde qui ne peuvent pas coexister. Et au cœur de tout ça, il y a des idéologies radicalement opposées. D'un côté, on a le projet totalitaire et raciste du nazisme, et de l'autre, c'est une alliance un peu improbable, une alliance de circonstances entre le communisme de l'URSS et les démocraties de l'Ouest, unies pour abattre leur ennemi commun. Et cette idéologie nazie, elle n'est pas abstraite du tout. Elle a des buts de guerre très concrets et terrifiants. La théorie de l'espace vital, le Lebensraum, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de faire disparaître l'URSS, d'éliminer ces peuples pour y installer des colons germaniques. On n'est plus dans la conquête classique là, on est dans un projet d'extermination et de remplacement. C'est la survie ou la mort de peuples entiers qui se joue. Forcément, avec une telle volonté d'anéantir l'autre, on bascule dans ce qu'on appelle une guerre totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le pays est en guerre. Il n'y a plus vraiment de différence entre le soldat au front et l'ouvrier à l'usine. Toute la nation, toutes ses ressources sont mobilisées pour un seul but, la victoire, à n'importe quel prix. Et ça se voit partout. Sur le plan économique, des pays vont consacrer jusqu'à la moitié de leur richesse à l'effort de guerre. Humainement, c'est des dizaines de millions de soldats mobilisés, mais aussi les civils, notamment les femmes qui vont travailler dans les usines. C'est aussi une guerre psychologique, la propagande tourne à plein régime. Et puis bien sûr, c'est une guerre scientifique, une course folle pour inventer des armes toujours plus terribles, comme les V1, les V2 et la bombe atomique. On arrive maintenant à la partie la plus sombre de cette histoire. Le moment où cette idéologie de l'anéantissement n'est plus seulement un projet, mais devient une politique. Une politique organisée, planifiée, presque industrielle, de mise à mort. Le moment clé, c'est en janvier 1942. Des hauts responsables nazis se réunissent dans une villa à Wannsee, près de Berlin. Et là, de manière totalement administrative, technique, ils organisent ce qu'ils appellent la solution finale au problème juif. Un nom de code d'une froideur absolue. Et derrière ce nom de code, il y a la planification du génocide. Le plan pour anéantir de façon systématique tous les juifs d'Europe. C'est là qu'on met en place la logistique des camps d'extermination, construits pour la plupart en Pologne, dont le seul et unique but est de tuer. Tuer à l'échelle industrielle. Le résultat, c'est la Shoah. 5,1 millions de morts. Il faut essayer de se représenter ce chiffre. 5,1 millions d'hommes, de femmes, d'enfants assassinés. Et il est crucial de rappeler que d'autres groupes ont été visés par cette folie meurtrière. Les Tziganes, les Roms, ont eux aussi subi un génocide. On estime à 240 000 le nombre de leurs victimes.
Quand les camps ont été libérés en 1945, le monde a découvert une horreur qui dépassait l'entendement. Les mots manquaient. Le droit n'était pas préparé à ça. Il a donc fallu créer un nouveau concept juridique pour pouvoir juger de tels crimes. C'est l'invention de la notion de crime contre l'humanité qui sera au cœur du procès de Nuremberg. Faisons le bilan maintenant. Quel héritage nous a laissé cette guerre qui vraiment a fait sauter toutes les limites de la violence? Et ce bilan, il révèle quelque chose de terrible et de nouveau. Regardez bien la répartition des victimes. Pour la première fois dans un conflit de cette ampleur, la majorité des morts ne sont pas des soldats. Ce sont des civils, des gens morts sous les bombes, dans les camps, de faim ou tout simplement massacrés. Pourquoi autant de morts civiles? Eh bien, ça vient aussi de cette logique de guerre totale. Les Alliés ont exigé une capitulation sans condition de l'Axe. Pas de négociation, et pour y arriver, la violence a atteint des sommets, y compris de leur côté. On pense aux bombardements massifs sur des villes comme Dresde ou Tokyo, qui ont effacé la distinction entre cibles militaires et population. Et bien sûr, ça culmine avec les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Au final, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Par son échelle, par sa violence, par ses crimes, et elle nous laisse avec une question qui résonne encore aujourd'hui. Face à cette preuve de ce dont l'humanité est capable dans la destruction, quelles leçons en a-t-on vraiment tirées ?